Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être ici. Merci Jean-Louis pour cette présentation, toujours aussi pertinente et toujours aussi brillante. Et je vais reprendre le fil du discours en me concentrant sur la mythologie remontant à la sortie de l'homme d'Afrique, mais liée à la mort. Alors, pas tout, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de travaux qui ont été, réalisés dessus. Mais en m'intéressant à une grande question, est-ce que pour les premiers Homo sapiens, la mort était considérée comme une fin? Il y a énormément de choses qui se jouent à ce niveau-là, à commencer par notre propre conception de la vie. On a des indices quand même sur le comportement funéraire des premiers êtres humains, des premiers Homo sapiens en particulier. On a retrouvé des vestiges archéologiques à Skule, à Cavzé. On en a retrouvé en Espagne, à la Cima de los Huesos, en Afrique du Sud, dans les grottes de Rising Star. Et ces données archéologiques suggèrent que les premiers humains, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé d'Homo sapiens, ont eu des comportements délibérés vis-à-vis de leur mort dès 430 000 ans, dans le cas de la Cima de los Huesos. Alors, dans ce cas particulier, on a retrouvé au fond d'une cavité des squelettes humains, et puis il y a plein de squelettes qui sont accumulés au milieu. Il n'y a pas de traces de prédation, il n'y a pas d'outils, sauf un magnifique silex sculpté, un biface qui est soigneusement façonné, et ça a été interprété comme des indices d'un traitement intentionnel des cadavres, peut-être rituel. En ce qui concerne Homo sapiens, on est quand même sur un terrain plus stable, puisque les premières sépultures indiscutables d'Homo sapiens, c'est moins 130 000, moins 92 000 ans, sont accompagnés d'objets symboliques, en tout cas au niveau paléolithique, avec de l'ocre rouge, des outils lithiques. Il y a des dépôts, des mandibules animales, des bois de cervidés, ou des coquillages perforés. Et ces artefacts ne semblent pas avoir eu d'utilité immédiate. Donc ça peut être interprété comme des marqueurs sociaux ou rituels associés à la mort. Donc il s'agit d'indices. C'est important d'avoir en tête qu'il s'agit d'indices, puisqu'il ne faut pas oublier que toute interprétation est dépendante du regard que nous avons sur les restes que nous retrouvons. Mais il faut être quand même prudent. D'abord, le fait de retrouver des humains rassemblés dans une cavité, ça ne veut pas forcément dire que ils ont été emmenés ici exprès. Il y a les principes de dépôt naturel, il y a les catastrophes. Vous savez, il y a un groupe d'humains qui se promènent, la rivière déborde, tout le monde est emmené et se retrouve emporté au fond d'une cavité. Il y a l'idée de piège, il y a l'idée de piège naturel. Et puis, même l'inhumation n'est pas forcément un témoignage d'une croyance dans l'au-delà. Il y a une étude récente qui a montré que les éléphants d'Asie, face à la mort d'un éléphanteau, ont un traitement particulier. On a tous entendu parler, bien sûr, du comportement funéraire des éléphants, mais les éléphants d'Asie vont prendre l'éléphanteau et profiter de trous, de cavités réalisés soit par l'homme, soit de manière naturelle, et pousser l'éléphanteau dans cette cavité. Alors de là à dire que les éléphants ont une mythologie, il y a un pas qui est un peu compliqué à franchir, mais c'est juste pour montrer que le fait qu'il y ait des comportements rituels n'indique pas forcément une mythologie. Puis il y a plein d'autres explications, ça peut être pour des raisons d'hygiène, ça peut être un marqueur territorial, on enterre nos morts ici, c'est juste pour dire que ça nous appartient. Il n'y a pas de raison de mythologie, c'est juste une manière, un peu comme un chien marquant son territoire, on va enterrer nos morts pour indiquer que c'est notre territoire. Alors, est-ce qu'on est là face à une sorte d'impasse? Et la mythologie et la linguistique peuvent, comme l'a très bien dit Jean-Louis, peuvent venir à notre secours. À travers le monde, il y a une métaphore qui est universelle, pas seulement dans notre culture, on va la retrouver chez les peuples bantous, pas seulement dans les langues européennes, chez les peuples bantous en Afrique, parmi les peuples austronésiens, en Océanie, on va les retrouver en Amérique, et c'est l'idée que la mort est liée à un voyage. On va parler en termes de voyage, en termes de départ, en termes de traversée, de migration vers un ailleurs, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Les expressions comme « il est parti », il s'en est allé, il a quitté ce monde, il a rejoint l'autre rive, on l'utilise. Il faut bien avoir en tête que cette façon de parler, on va la retrouver de manière quasi universelle. Il y a l'idée de mouvement spatial, le défunt va quitter, rejoindre, traverser
un passage temporel et souvent une transition. On passe d'un état à un autre état. Alors ça peut prendre d'autres formes, hein. Les morts vont pas forcément circuler à pied. Parfois ils prennent le bateau. Hein. J'ai pas encore trouvé de bus, donc ils prennent un bateau fantôme. Parfois ils vont glisser le long d'un fleuve, hein, comme en Australie. Mais il y a toujours cette idée d'une sorte de métaphysique du déplacement, et cette idée est assez importante parce que ça veut dire que si on peut prouver l'ancienneté de cette idée, que les morts se déplacent, et donc ça veut dire que lorsqu'on meurt, eh ben, on va ailleurs. Alors bon, c'est une bien belle idée, forcément, plein de personnes ont essayé d'expliquer, et notamment Pascal Boyard. Pascal Boyer, il a une théorie, si on pense que les morts s'en vont, c'est une sorte de bug du cerveau. En fait, on sait bien que la personne qui est en face de nous est morte, mais notre cerveau n'arrive pas à décrocher de la carte d'identité, de la visualisation qu'il s'est faite de cette personne. Ça veut dire qu'on sait, hein, on sait bien qu'il est mort, on n'est pas complètement stupide, mais on n'arrive pas à s'empêcher d'attribuer des désirs, d'attribuer des intentions, d'attribuer une conscience à la personne qui est partie. Et face à cette idée contradictoire, bah, que va faire le cerveau? Il va se dire « Ah, j'ai tout compris, c'est juste qu'il est parti ». Donc un peu comme, vous savez, vous visualisez quelqu'un hein, qui est dans la pièce d'à côté, vous n'avez pas besoin de savoir qu'il est dans la pièce d'à côté pour savoir qu'il est là, bah, on fait pareil, hein, pour les morts, il est parti dans la pièce d'à côté. Et effectivement, ça pourrait expliquer l'universalité. Le problème de Pascal Boyer, c'est qu'il ne prend pas en compte la manière dont ça se manifeste. Alors certes, il y a peut-être un fond, il y a peut-être un soubassement neurobiologique à la chose, mais on ne perçoit pas la route des morts de la même manière à travers le monde. Hein, vous savez bien que selon les religions, selon les cultures, parce que la religion est un terme piégé, on a des façons différentes de percevoir l'au-delà. Si jamais c'était simplement un effet de notre cerveau, bah, normalement on devrait avoir plus ou moins le même scénario en tête. Et ça me permet d'enchaîner, hop, sur Jadis autour du feu, parce que le feu c'est beau. Est-ce qu'on peut connaître les premiers mythes de l'humanité? Alors, en fait, il y a trois façons hein, de remonter dans le temps. La première sont les méthodes qui sont classiques, dont Jean-Louis a très bien parlé. Hein, c'est pas une idée nouvelle qu'on peut remonter dans le temps. Hein, ça a été dit très tôt, dès le 19e siècle. Ça a été réaffirmé par d'immenses anthropologues, hein, par Dumézil, par Claude Lévi-Strauss, par Franz Boas. Je veux dire, il n'y a pas... c'est pas réinventer le fil à couper le beurre. Et je vais me concentrer sur deux autres méthodes, l'aréologie et la philomythologie. Alors, l'aréologie, c'est l'idée, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, que les humains, en se déplaçant, ont laissé des mythes derrière eux comme des petits poussets, et que les mythes ne sont pas universels. Par exemple, ici, vous voyez la répartition, donc c'est tiré d'un chercheur, d'une base de données d'un chercheur qui s'appelle Yuri Bereskin, un chercheur russe qui est accessible sur Internet, et là, vous voyez les données qui indiquent que les tremblements de terre sont liés soit à des morts qui se déplacent, soit à des habitants qui sont sous le sol et qui veulent absolument ressortir. Alors, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est pas universel. Hein. Si ça avait été une idée si simple, bah, forcément, ça aurait été universel, c'est pas le cas. Et ça suit au niveau de la diffusion les premières routes de l'humanité sorties d'Afrique. On longe l'océan Pacifique, on passe par le Sahel et on ne le retrouve pas en Amérique. Donc c'est resté dans ce secteur. Alors, quand on regarde ça, hein, bon, par exemple, on va retrouver cette croyance en Afrique chez les Maasai, chez les Louba, on le retrouve même dans la Grèce antique. Et ce qui est intéressant, alors, je ne l'ai pas montré, mais c'est qu'en Amérique, Claude Lévi-Strauss a montré qu'il existait un complexe qui réunit le tremblement de terre, les cuivres et les excréments, et donc les morts, etc., et que ce complexe retrouve ses racines en Asie. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la transformation du récit à travers le temps. Alors cette carte pose quand même un problème, parce qu'elle ne prend pas en compte les densités de population. Or, dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup plus de langues et de peuples que dans l'hémisphère nord, pour des raisons historiques. Alors, pour vérifier qu'il n'y a pas un biais, vous savez, le hasard fait que là où il y a plus de population, on aurait plus de chances de trouver le point. Eh bien, on a une solution, hein, c'est la même carte. Là où vous avez, on calcule la moyenne, hein, la probabilité d'apparition partout dans le monde du mythe, hein, la moyenne, et puis partout où vous voyez une croix rouge, c'est que le récit, il apparaît beaucoup plus que les probabilités l'indiquaient. Partout où vous avez des croix bleues, ça indique que le récit, il est en dessous de ce qu'on attendait. Et vous constatez, hein, on a toujours cette diffusion via l'Afrique, l'Asie du Sud et l'Océanie. Alors ça, c'est le premier récit, et il y a un autre récit qui est assez poétique, hein, puisque
On l'a en permanence sous les yeux, du moins quand on s'éloigne un peu de Paris de la pollution lumineuse, c'est l'idée que la Voie lactée est la route des morts. Alors cette idée que la Voie lactée est la route des morts, avec des nuances, hein. En Australie par exemple, la Voie lactée est un fleuve sur lequel naviguent les morts, et ben on la retrouve chez nous. On la retrouve par exemple avec l'idée du chemin de Saint-Jacques. On racontait que la Voie lactée était la route que prenaient les morts, ou qui montrait la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était le saint intercesseur des morts. Donc on n'est pas si loin. Et tous les soirs, on peut regarder le ciel et on voit cette voie qui est stable, qui est lumineuse, qui est cosmique, et qui matérialise le passage invisible des morts. Bon, cette carte est certes parlante, hein, puisqu'on va retrouver les versions en Afrique, en Océanie, mais vous remarquez qu'on retrouve beaucoup de versions en Eurasie liées à la diffusion indo-européenne. Donc on peut se concentrer encore sur un autre motif, qui est plus parlant, c'est l'idée que les étoiles sont les âmes des morts. Et là, ça se voit davantage. C'est-à-dire que dans le ciel, hein, quand on voit les points lumineux visibles et persistants, ça permet de se figurer la survie des morts. Et vous constatez hein, qu'on retrouve ce motif dans des endroits qui sont très éloignés. Chez les Khoisan, par exemple, chez les San, en Afrique australe, les étoiles, ça va être les yeux des morts. Et les étoiles filantes, ça va être des âmes tombées. Et le motif, on va le retrouver en Afrique australe, on va le retrouver en Australie, on va le retrouver en Amérique du Nord. Et ça veut dire en fait que le mort ne disparaît pas, qu'il va juste se transformer en lumière, et ça permet de symboliser symboliquement la route des morts. Toujours cette idée de déplacement. Alors ça, c'était l'archéologie. Après, il y a la philomythologie. La philomythologie, c'est une autre méthode qui est complémentaire. Hein. Vous savez, toute grande affirmation demande de grandes preuves, et plus on multiplie les démonstrations et les moyens de démontrer, et plus fort est l'élément, sachant qu'on parle toujours en termes statistiques. Donc la philomythologie, c'est l'idée qu'on va prendre des arbres, hein, comme vous savez les arbres du vivant, vous avez déjà croisé, et qu'on va calculer le degré de proximité entre soit des traditions mythologiques, soit différentes versions d'un mythe, et plus deux traditions mythologiques sont proches l'une de l'autre, plus au niveau de l'arbre, elles seront proches. Et ainsi, morceau par morceau, on peut remonter dans le temps. Alors ça se fait très bien avec les êtres vivants, ça a été vérifié, hein, on mesure, c'est pas tant, l'important c'est pas tant les gènes, etc., on mesure la quantité d'informations communes entre deux êtres vivants, entre deux espèces. Là, pour les mythes, c'est un peu plus compliqué, parce que les mythes, finalement, on n'a pas de gènes dans les mythes. Voilà. Donc en fait, comment découper des mythes, comment comparer deux versions d'un mythe, comment comparer deux traditions mythologiques? Alors la première chose, c'est, on prend un mythe, hein, Jean-Luc en a parlé tout à l'heure, on va le découper en phrases toutes petites, ce qu'on appelle des mythèmes. Dans la phrase, il doit y avoir le moins d'informations possible. Si vous commencez à faire un mythème en disant « oui, il y a un héros qui part à la chasse et il va rencontrer une femme oiseau », non, c'est trop long, on va découper. Il y a un héros, une héroïne, il y a 1, 2, 3 héros, héroïnes, il part à la chasse, à la pêche, il va rencontrer, etc. Donc on découpe en unités vraiment petites, vraiment des unités élémentaires. Donc là, j'avais donné un autre exemple. Et on prend toutes les versions d'un mythe et on va découper comme ça. Alors c'est long, hein, ça prend un certain temps, parce que même sur un mythe qui n'est pas très long, on peut se retrouver avec une centaine d'informations élémentaires, mais il faut bien comprendre que plus il y en a, et plus la granularité de l'analyse est intéressante. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les récitypes. Alors les récitypes, vous en connaissez tous. Le Petit Chaperon Rouge, vous en connaissez peut-être plusieurs versions, au moins celle de Perrault et de Grimm. En fait, il y en a beaucoup plus. Un récitype, c'est une histoire qu'on va retrouver. Hein. Il y a une sorte d'air de famille, et qu'on va retrouver un peu partout, à travers le monde. Sauf que ça pose quelques problèmes, parce que les récitypes, tels qu'ils ont été constitués, sont très très influencés par l'univers occidental, parce que tout a été construit à partir de nos contes à nous. Ça veut dire que plus on s'éloigne, plus c'est compliqué. Alors, il y a des récitypes, hein, il y a des récitypes en Afrique, il y a des récitypes en Amérique, mais disons que nos catalogues actuels ne sont pas forcément calibrés pour la chose. Et enfin, donc, là, on peut comparer deux traditions mythologiques, hein, par exemple, on a une tradition, on a les Anglais qui connaissent le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, La Belle et la Bête, et puis on va dire que nous, on ne connaît pas Cendrillon, ça permet de calculer voilà, les points communs et les différences. Et enfin, on a les motifs. Alors les motifs, c'est intermédiaire entre le mythème, donc une petite phrase, hein, le minimum d'informations, et les récitypes, une grande histoire. Motif, c'est un épisode, et c'est un épisode qu'on retrouve de manière régulière. Ça peut être un personnage aussi, ça peut être le serpent arc-en-ciel, ça peut être les jumeaux ont été séparés à la naissance. Voilà, tout ça, c'est des motifs. L'avantage des motifs, c'est que ça permet de prendre en compte
un certain nombre de choses, par exemple, lorsque les récits ne se déroulent pas forcément dans le même ordre, ou il y a d'autres logiques culturelles, par exemple, chez les Amérindiens, il n'y a pas cette idée de récit type, hein, mais il y a plutôt une idée de motifs qui vont se recombiner de manière différente, un peu comme des grains de sable portés par l'océan et qui se recombinent. Hein. On a un seul flux, mais des recombinaisons permanentes. Donc voilà, alors, pour remonter dans le temps, j'ai choisi les motifs. Pourquoi les motifs? Parce que ça se conserve bien. Parce que, alors c'est un peu long, hein, ce serait un peu long d'en parler, mais il y a des soubassements probablement neurobiologiques qui font qu'on a tendance à enregistrer les mythes sous forme d'une série de motifs, et que c'est pour ça que ça durerait, parce qu'on peut montrer que les motifs perdurent dans le temps, etc. Donc j'ai... Ensuite, la deuxième chose, hein, c'est bien beau de travailler sur les motifs. Hein, vous voyez, donc l'arbre, hein, A, B, C, c'est les versions actuelles, puis on remonte dans le temps. C'est bien beau de travailler avec les motifs, mais pour les appliquer à quoi? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Soit on travaille sur les différentes versions d'un même mythe, mais dans une version d'un mythe, hein, c'est une manière de raconter l'histoire, mais il n'y a pas tant que ça de motifs. Vous savez, les épisodes, il y aurait plein de bruit au niveau de l'information. Quand on travaille sur les versions d'un mythe, il vaut mieux travailler avec des mythèmes, des phrases essentielles. Plus il y a d'informations, mieux on se porte. Hein. Les algorithmes, ça s'applique sur la quantité d'informations. Ensuite, il y a les traditions. Alors, les traditions, c'est un peu compliqué à définir, mais bon, imaginons tradition française, anglaise, etc. Donc, c'est déjà mieux hein, pour étudier les motifs. Et il y a les aires culturelles. Alors, pour remonter jusqu'aux premières sorties d'Afrique, j'ai choisi les aires culturelles pour une bonne et simple raison, c'est que la période de temps étudiée est quand même assez longue et que les chances sont quand même assez importantes qu'il y ait un motif qui disparaisse dans une tradition et ça brouillerait complètement le signal. Si on utilise l'ère culturelle, c'est-à-dire un ensemble de peuples qui partagent des points communs d'un point de vue culturel, si on a un motif qui a disparu dans une tradition, eh ben on va retrouver le motif dans une autre tradition. Et ça permet d'essayer de zigzaguer dans le temps et de remonter dans le temps. Voilà, donc le choix des aires culturelles. Donc on prend des aires culturelles, on regarde tous les épisodes, les mythologies qui sont dedans, les motifs. Et une fois que c'est fait, hein, voilà, donc imaginons, on a 3 aires culturelles, A, B, C, on a 3 motifs différents, les morts sortent de sous le sol, la mort est liée au serpent, et les morts, la Voie lactée, on va dire que c'est la Voie lactée, le fantôme. Donc c'est complètement hypothétique. Dans l'ère culturelle A, eh ben, certains motifs sont présents, d'autres absents, B, etc. Et une fois qu'on a ça, on peut coder de manière binaire. Quand c'est présent, on met 1, quand c'est absent, on met 0. Alors bon, là c'est assez simple, hein. On a des chaînes binaires avec 3 éléments. Donc, vous voyez, hein, donc les aires culturelles qui sont représentées, et on a un codage hein, selon la présence ou l'absence de motifs. En réalité, ça ressemble plutôt à ça, voire pire. Hein. On compare les informations, et plus il y a de l'information, et plus les résultats seront stables. L'idée, c'est pas de chercher à corroborer les résultats qu'on était sûr de trouver, l'idée, c'est de remettre en question nos propres idées. Alors là, je vais passer assez vite. Hein. En fait, il y a 4 méthodes qui peuvent être utilisées avec leurs forces, leurs faiblesses. Donc il y a les matrices de distance. Matrices de distance, on va faire une sorte de synthèse, d'équilibre entre les différentes aires culturelles, les différentes versions étudiées. On va essayer de trouver une sorte de consensus. L'arbre créé, la phylogénétique créée qui va le moins trahir les données. Il y a les méthodes de parcimonie. Alors là, c'est aussi assez simple. Hein. Finalement, quand on passe d'un point A à un point B, hein, d'une version ancêtre par exemple, à une version fille ou d'une aire culturelle ancêtre à une aire culturelle fille, et ben, plutôt que passer par le motif A qui devient le motif B, qui va devenir le motif C, qui va devenir le motif D, qui va devenir le motif E, qui va devenir le motif B, et ben, l'algorithme considère que le chemin le plus court, c'est d'aller du motif A au motif B, le chemin le plus court. Et enfin, les méthodes de probabilité maximale et les méthodes bayésiennes, ça consiste à générer plusieurs millions d'arbres selon des modèles préétablis et par ajustement successif, trouver l'arbre qui correspond le mieux aux données obtenues. Un peu comme si vous vouliez mesurer la hauteur d'une colline avec 2 bâtons. Vous posez un bâton, hein, vous posez l'autre bâton à côté, vous regardez la différence de taille, il y en a un qui est plus haut, super. Donc vous gardez votre bâton qui est posé, vous allez prendre vous allez reprendre le bâton qui était plus bas, le mettre ailleurs, et successivement, vous allez monter jusqu'au haut de la colline. Puis arrivé en haut de la colline, vous allez avoir un petit cercle. Hein, et puis dans ce petit cercle, vous allez tourner en rond sans pouvoir déterminer quel est le bâton le plus haut. Vous faites la synthèse des différentes hauteurs, et vous avez le sommet de votre colline. Ça fonctionne de la même manière, sauf que ça fonctionne en générant des millions d'arbres, en prélevant un certain nombre, hein, pas tous pour des raisons statistiques, et ça permet d'obtenir l'arbre le plus probable possible. En termes de probabilité, ça dépend du corpus.
Donc l'arbre de la mort, par exemple, voilà ce qu'on obtient en travaillant sur les aires culturelles et en travaillant sur les motifs liés à la mort. Donc je l'ai répliqué il y a peu, c'est pas encore publié avec beaucoup plus de motifs, j'obtiens le même résultat, ce qui est assez rassurant. Donc vous voyez un départ, l'enracinement de l'arbre se fait de manière statistique, c'est pas moi qui choisis où je vais mettre la base de l'arbre. Donc vous voyez, on voit un départ en Afrique, c'est le trait rouge. Ensuite, on bascule en Asie du Sud et en Océanie. Vous voyez la première diffusion de l'humanité via l'Eurasie du Sud et via jusqu'en Australie. Après, on a un passage en Amérique. Si ça rappelle un arbre que vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'il y a des raisons. Ça a été fait sur beaucoup de corpus différents, toujours avec les mêmes résultats, ce qui est rassurant là aussi. Et un développement ultérieur en Eurasie. Alors l'indice de rétention, il y a plein de tests statistiques. On ne se contente pas de faire un arbre en disant « tiens, voilà un arbre, c'est joli ». En fait, on vérifie la solidité de l'arbre, et un indice de rétention de 0,54, c'est plutôt bon, c'est-à-dire qu'il y a eu des emprunts entre les différentes aires culturelles, qu'il y a des transferts, qu'il y a des inventions indépendantes, mais que globalement, l'arbre, la construction de l'arbre répond très bien aux données. L'hypothèse de l'arbre fonctionne bien. Donc voilà ce que je vous disais, donc l'indice de rétention, c'est une manière de calculer, de voir la solidité de l'arbre, et comme je n'ai pas regardé l'heure, je me dépêche parce que j'ai peur de prendre un peu trop de temps. Alors après, l'arbre, c'est pas la seule solution. Faut pas se leurrer, les mythes, ça s'emprunte. Autant les gènes, on peut pas les refuser, dire à vos parents « Ah non, non merci, je voudrais pas vos gènes, ça marche pas ». Autant un mythe, on peut le rejeter. On peut dire « Ah, ce mythe, non, il me satisfait pas ». Alors c'est compliqué, parce que le mythe, c'est intégré en nous, ça explique le monde, c'est très très compliqué de tourner le dos à un mythe, mais ça arrive. Donc forcément, les mythes, ça suit notre évolution, et notamment des évolutions avec des emprunts. On va prendre un petit morceau de mythe chez le voisin qui était plutôt sympa, on va l'additionner à notre mythe. Oui, puis il y a un peuple qui arrive, qui a un mythe un peu différent, on va faire une sorte de fusion entre les récits. Il peut y avoir des idées indépendantes, il peut y avoir de nouveaux récits qui se créent, et dans ce cas, on modélise sous forme d'un réseau. Donc vous voyez là, chaque fois que vous voyez un losange, ce losange indique un message, un signal conflictuel, ça veut dire que soit entre eux, c'est pas exactement un arbre, il y a eu un emprunt, ou la même idée au niveau des motifs. Et quand vous observez ce réseau, on retrouve la même structure, avec le départ en Afrique, le passage en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Alors souvent, il y a deux diffusions, et on retrouve l'ensemble lié à l'Eurasie. Ça veut dire que même quand on prend en compte les emprunts, on se rend compte que les mythes évoluent de manière arborescente. Donc voilà ce qu'on obtient si jamais on transforme l'arbre sous forme de schéma. Donc c'est ce que je vous disais, ça rejoint les premières migrations de l'humanité. Une fois qu'on a un arbre, c'est très bien. L'arbre nous montre en termes statistiques ce qu'on peut obtenir. Ça montre que on a une diffusion de population, on peut suivre le chemin, ça confirme, il y a la carte, l'archéologie qui montre la diffusion des mythes, ça rajoute des flèches sur la carte, ça permet d'établir en termes statistiques l'origine du mythe, et toujours en termes statistiques, on est dans les probabilités, mais une fois qu'on a la structure, on peut faire quelque chose qui est assez sympathique. En fait, quand on regarde, vous voyez les points noirs là, chaque point noir représente la présence, alors là c'est des versions d'un mythe, mais j'aime bien cette image. Chaque point noir représente la présence d'un trait, chaque point blanc représente l'absence d'un trait. Et toujours en utilisant en termes de probabilité, chaque fois que vous regardez les ancêtres, on peut estimer quelle est la probabilité que le trait existait ou pas. Par exemple, si on a deux aires culturelles qui possèdent un trait, l'aire culturelle ancestrale va probablement posséder le trait. Par contre, si on se retrouve avec une autre aire culturelle qui ne possède pas le trait en dessous, ça veut dire que l'ancêtre commun à ces trois versions, c'est pas sûr à 100% qu'elle ait possédé le trait, tout dépend de la structure de l'arbre. Donc par exemple, quand on travaille sur les mythes liés à la mort, à la racine de l'arbre, on peut reconstruire, donc en Afrique, et je vous rappelle que la racine, je ne l'ai pas choisie, c'est établi statistiquement, on peut reconstruire deux choses. On retrouve les tremblements de terre qui sont produits par les morts qui vivent sous terre ou les morts qui veulent sortir, semer la pagaille à la surface, et on a la Voie lactée, qui est le chemin emprunté par les âmes lors de leur voyage vers l'au-delà, ou la route suivie par un cortège funéraire. Ça veut dire qu'en fait, l'archéologie et la phylomythologie se rejoignent. Alors bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, ça se teste. Une fois encore, chaque fois qu'on dit quelque chose qui surprend, il faut vérifier, revérifier. Méfiez-vous des personnes qui sortent un résultat et qui disent « Ah, c'est extraordinaire » sans revérifier derrière. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux.
Donc derrière, là, une fois encore, on fait un passage rapide, mais notamment avec Jean-Louis, les données sont vérifiées, revérifiées, les corpus multipliés, confrontés. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est un corpus, mais qui porte seulement sur la Voie lactée. C'est-à-dire, je ne me suis pas intéressé aux mythes liés à la mort, mais seulement aux mythes liés à la Voie lactée. Et quand on observe, eh ben, on retrouve la même structure, et à la racine de cet arbre, eh ben, on retrouve l'idée que la Voie lactée est une rivière, un plan d'eau, une succession de nageurs. Donc ça, je ne pouvais pas le reconstruire dans l'arbre précédent, puisque je travaillais seulement sur les mythes liés à la mort. Et on retrouve l'idée que la Voie lactée est la route qu'empruntent les âmes des morts qui voyagent vers l'au-delà, ou une procession funéraire. Ça veut dire qu'on change le corpus, on a les mêmes résultats, on a la même structure. Alors, c'est une méthode qui permet de répondre à beaucoup de questions. En voici quelques-unes. Beaucoup de mythes peuvent être reconstruits qui sont liés aux origines de la mort. Comment la mort est arrivée sur Terre, il n'y avait pas la mort, boum, la mort est arrivée. À cause de quoi? Généralement, c'est une bêtise qui est réalisée, un message qui est mal transmis, et on peut remonter à ces récits. Et puis, si les morts veulent sortir absolument, ça dit quelque chose aussi de la manière dont les morts étaient considérés à l'époque. Enfin, il y a une dernière chose, pour vous rappeler tout ça, pour vous montrer que les morts étaient pensés s'éloigner. Il y a une dernière chose, il y a la linguistique. Alors, la linguistique, oui, point d'interrogation. Comme l'a très bien dit Jean-Louis, la linguistique et la mythologie comparée ont une longue histoire commune, et en fait, ces deux disciplines ne peuvent pas vraiment être séparées. On parle de l'esprit humain et de sa complexité. Et il s'avère, donc là, il y a une base de données en ligne qui s'appelle GramBank, qui allait référencer énormément de traits grammaticaux à travers le monde. Et il s'avère que GramBank, quand on présente notamment le trait, où sont les démonstratifs, vous savez, les démonstratifs, celui-ci, celle-ci, c'est ce qui sert à montrer, où se situe, ça permet de visualiser où se situent les démonstratifs qui permettent à la fois de désigner le visible, ce qu'on voit, et l'invisible, ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des langues, je ne sais pas, au lieu de dire cette salle, par exemple, que je vois, je vais utiliser un autre mot selon que je la vois ou que je ne la vois pas. Et ce qui est intéressant, et on en a besoin de ce mot pour pouvoir penser une route après la mort. Et ce qui est intéressant, quand il faut regarder la diffusion de ce trait, c'est que ça suit les premières migrations de l'humanité. Toujours pareil, si on vérifie, j'aurais peut-être dû insister davantage sur le rouge, mais si on vérifie en termes de densité, on se rend compte qu'en Afrique, au vu du nombre de langues recensées et analysées, il y a beaucoup plus de rouge en Afrique, en Asie du Sud, dans le Sahel et en Australie et en Amérique du Sud, soit les premières migrations de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mots pour désigner l'invisible, ça veut dire juste qu'en Eurasie, on a adopté d'autres solutions. Voilà, donc ce récit, cette idée que la Voie lactée est la route que prennent les morts, qui est probablement très ancienne, on parle en termes de probabilité, il s'agit de statistiques, les certitudes, est-ce qu'on n'aura jamais une certitude? Je ne sais pas, on peut juste avoir des probabilités plus ou moins élevées au vu des corpus. On va quand même retrouver ça aujourd'hui. Il y a une chanson algonquine qui dit « Nous sommes les étoiles qui chantent, nous chantons avec notre lumière, nous sommes les oiseaux de feu. Nous volons au-dessus du ciel, notre lumière est une voie, nous faisons une route pour les esprits, pour que les esprits passent. » Donc ça, c'est une chanson algonquine. Donc les Algonquiens, c'est un peuple d'Amérique du Nord qui a été recueilli au XIXe siècle et qui reprend cette idée que la Voie lactée, les étoiles, c'est les âmes des morts. Et on le retrouve chez nous, on le retrouve avec Guillaume Apollinaire, qui dans des vers célèbres a dit « Voie lactée, ô sœur lumineuse, des blancs ruisseaux de Canaan, et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts suivrons-nous dans ton cours vers d'autres nébuleuses », on retrouve l'idée de l'eau, on retrouve l'idée des morts, et on retrouve cette idée poétique du monde qui nous suit, du moins on peut l'estimer, depuis nos premières sorties d'Afrique. Alors juste avant de terminer, je précise, je voudrais juste rappeler quelque chose, il s'agit de statistiques, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre scientifique, les corpus sont testés, retestés, on évalue à chaque fois. On doit multiplier les corpus, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas des corpus qu'on a créés au vu des biais, qui sont très très nombreux. On va emprunter des corpus à d'autres personnes, parfois des personnes qui ne sont pas du tout convaincues par le diffusionnisme, mais qui ont réalisé des corpus, qui ont découpé leur corpus en mi-thèmes, eux, pour pouvoir comparer, mais sans vraiment adhérer au diffusionnisme. Et cette idée est extrêmement importante, un peu, vous savez, comme les caplas de notre enfance, où on s'amusait à faire des tours. Et l'objectif, comme dans toute marche scientifique, de la phylomythologie, de l'archéologie, des méthodes de mythologie des autres méthodes comparatives, c'est d'ajouter les caplas les uns sur les autres. L'objectif, c'est de faire la tour la plus haute possible. Et il y a un jour, cette tour va s'effondrer nécessairement.
Sauf que si la tour s'effondre, ça veut dire que quelque chose de mieux arrive. Et Dumézil disait quelque chose dans ses entretiens, immense mythologue, dans ses entretiens avec Héribon. Il disait qu'il avait bien conscience que toute théorie est périssable. Sauf qu'à ce moment-là, il suffisait de changer les livres de rayonnage et passer du rayon science au rayon histoire et roman. C'est une belle place aussi. Merci.